Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous allons ouvrir ou rouvrir ce soir l'un des dossiers les plus terribles de la guerre de libération nationale, le massacre du 17 octobre 1961 à Paris. En effet, il y a 60 ans, jour pour jour, des milliers d'Algériens sont sortis dans les rues de Paris pour dénoncer un couvre-feu raciste imposé par le préfet de police aux seuls Algériens. Cette manifestation pacifique a été réprimée dans le sang. Le bilan était lourd, très lourd, plus de 300 morts, sans compter évidemment les disparus et ceux tués dans les camps d'internement en Algérie. 14 000 arrestations et des centaines de blessés. Ce crime d'État reste impuni. Pour revenir sur cette page de notre histoire, j'ai le plaisir de recevoir ce soir l'historien M. Dahou Djerbel et à travers un duplex, à partir de Constantine, j'ai le plaisir de recevoir également M. Kamel Filali, spécialiste du droit international. Et via Skype, nous aurons à partir de Londres l'historien anglais Jim House. Et enfin, à partir de Paris, j'ai le plaisir de recevoir le cinéaste et auteur et militant de la mémoire, j'ai nommé Mehdi Lalaoui. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Monsieur Dahou Djerbel, je commence avec vous. La revue Naqd que vous dirigez a consacré justement un numéro spécial à ce moment important de notre histoire avec un titre spécial, le 17 octobre 1961, entre histoire et mémoire, la deuxième des fêtes politiques de la guerre contre-insurrectionnelle. Oui, merci Monsieur Arabe de cette invitation. Merci à Canal Algérie de nous permettre de rencontrer l'histoire à travers cet événement extrêmement important, capital dans l'histoire de la guerre de libération en Algérie. C'est le soulèvement, la manifestation du 17 octobre 1961. Et pour pouvoir comprendre le sens et la portée du titre et du sous-titre que nous avons choisi pour ce numéro de la revue Naqd, c'est hors série numéro 6, il faut savoir que cet événement est aussi important dans le processus qui va nous amener à l'indépendance de l'Algérie que les manifestations du 11 décembre 1960. Oui. Pourquoi? Parce que les manifestations du 11 décembre 1960 sont venues à un moment où l'armée française, avec le plan Châle, a considéré que la guerre était gagnée contre le FLN et l'ALN. Après la bataille d'Alger et le plan Châle, il n'était plus pour la France question d'une résistance à l'intérieur de l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que le peuple algérien sortit dans les grandes villes du pays, particulièrement Alger, Oran, Annaba et d'autres grandes villes, pour montrer qu'en fait, la guerre d'Algérie n'était pas une guerre à caractère militaire, mais c'était un soulèvement du peuple algérien pour son indépendance. Mais pour pouvoir remporter une victoire, ça ne pouvait pas être une victoire militaire, mais une victoire politique. Et la victoire politique, c'est la victoire du peuple algérien. Dans le même esprit, dans le même contexte, qui est celui d'une prétention de l'armée et des forces de police françaises en France, en particulier dans la capitale française à Paris, la préfecture de police de Paris, les forces de répression françaises ont considéré qu'ils avaient réussi à maîtriser le FLN en France et à travers le FLN, la revendication pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que de la base est partie la volonté de réagir à toutes les mesures de répression et à toutes les exactions commises contre le peuple algérien émigré en France pour sortir des banlieues des Hauts-de-Seine, des banlieues de Seine-Saint-Denis, des banlieues plus lointaines de Paris,
pour converger vers le centre de Paris, le cœur de Paris, et donc dans l'avant-scène de l'histoire et des médias pour manifester pour l'indépendance de l'Algérie. C'est en ce sens qu'une nouvelle fois, alors que les autorités françaises, les forces de répression ont pensé avoir remporté une victoire sur l'organisation politique de l'immigration en France, le peuple émigré algérien en France est sorti pour dire nous voulons l'indépendance, nous voulons la liberté, nous voulons la libération de l'Algérie. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'acteur et le sujet principal de cette histoire, ce n'est pas l'armée française et sa stratégie contre-révolutionnaire et contre-insurrectionnelle, mais c'est la volonté de ce peuple algérien dont l'émigration est une partie intégrante qui a réussi à affirmer sur la scène internationale, dans toutes les télévisions, dans tous les journaux du monde, qu'il revendiquait l'indépendance de ce pays. Voilà, donc avec nous également Monsieur Kamel Filali. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question pour abonder dans le même sens que M. Dahoud Dirbel. Dans cette lutte contre-insurrectionnelle, les autorités coloniales avaient instrumentalisé la justice, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, n'est-ce pas? Merci pour la question. Je commencerai tout d'abord par saluer vos invités et saluer aussi les téléspectateurs et Canal Algérie pour l'invitation. Il est certain que la justice a été manipulée dans le sens où on ne voulait pas donc condamner des dirigeants, des hauts cadres de l'État français. Et quand on connaît par exemple la stature de Maurice Papon, qui lui-même a été, donc, je peux citer qu'il a été député, qu'il a été ministre du budget sous Raymond Barre, qu'il a été donc préfet de police, il a été plutôt préfet, secrétaire général de la préfecture de Gironde, etc. Il était aussi donc Ingam est responsable, par exemple, quand il était en Algérie, des régions de Annaba, de Batna, de Sétif, de Constantine, ce qui fait qu'il avait des responsabilités bien déterminées et qu'il avait donc beaucoup de dossiers qui connaissait beaucoup de dossiers et que aussi on lui avait permis pratiquement une carte blanche dans certaines pratiques qui étaient scandaleuses, intolérables, criminelles déjà à l'époque. Donc l'État français refusait de poursuivre, refusait aussi d'exposer des dirigeants français, des hauts cadres français devant les tribunaux, surtout quand les poursuites sont par exemple la complicité pour crimes contre l'humanité ou poursuite directement pour crimes contre l'humanité ou génocide. Donc il le refusait parce que c'était considéré comme étant une atteinte à la dignité française, à l'honneur français, bâti sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, basé sur donc le fait qu'ils ont toujours souhaité paraître comme étant la terre des droits de l'homme, et donc c'était en contradiction avec ce type de principe et qu'il fallait les défendre et qu'il fallait attendre vraiment jusqu'à 1981 avec donc les articles du Canard enchaînés et qu'il y avait eu des dénonciations sur le cas Papon qui, à l'époque, a été donc dénoncé comme ayant directement ou indirectement participé dans certaines opérations donc punitives criminelles
à l'époque contre les Juifs et plus tard, l'expérience sera aussi pratiquée contre les Algériens et notamment les Algériens qui sont sortis pacifiquement le 17 octobre 1961 pour justement dire que non, il y a un peuple qui revendique donc cette indépendance et que la France, qui croyait avoir tout mis de côté et qui avait cru que l'affaire était réglée, que non, l'affaire ne l'était pas et qu'il fallait absolument arracher cette indépendance. Et cette manifestation est un autre maillon dans la chaîne ayant conduit vers l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Filali. Restez avec nous. Nous avons avec nous, à partir de Londres, Monsieur Jim House, auteur d'un livre remarquable d'ailleurs sur les manifestations d'octobre 1961 avec son ami Neil Maxler, Paris 1961, les Algériens, la terreur d'État et la mémoire. Monsieur Jim House, vous avez essayé de comprendre justement comment, à partir de cette manifestation comme étant le paroxysme de la violence coloniale, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, effectivement. Donc, ce qu'on avait essayé de faire dans cet ouvrage Paris 1961, c'était de remonter un petit peu plus loin dans l'histoire pour mieux comprendre la manière dont le système répressif qui avait cours à Paris sous Maurice Papon avait été construit. Donc, tout d'abord ailleurs, en Algérie, en partie au Maroc, avant d'arriver à Paris et les conditions dans lesquelles Maurice Papon avait essayé de mettre en place un système colonial répressif à Paris même, avec quelques différences, bien entendu, sur le plan du poids de l'opinion publique en métropole par rapport à ce qu'il était devenu possible de faire en Algérie pendant la guerre de libération. Et donc, on voit une très forte pression sur la Fédération de France du FLN qui, à travers les cotisations, arrive à financer la révolution algérienne, ce qui explique bien évidemment l'acharnement de la police parisienne sur non seulement l'appareil de la Fédération de France du FLN, mais également sur les immigrés algériens habitant en région parisienne à ce moment précis. Voilà, donc cela devient non seulement une sorte de guerre contre la FLN, mais une guerre contre une population civile qui habite dans des quartiers qui sont souvent des quartiers ségrégés, ce qui permet donc une violence plus importante. Et cette violence donc, est soutenue par le pouvoir civil, le gouvernement et le président. Voilà, donc le paroxysme, c'est donc la répression du 17 octobre, c'est le moment où les policiers prennent leur revanche sur ces Algériens qui, pour la première fois depuis des années, sortent tous ensemble dans les rues de Paris, dans les rues de banlieue, et les policiers se vengent, entre guillemets, sur ces manifestants avec les résultats que l'on connaît. Donc le paroxysme, c'est le 17 octobre, c'est une séquence également de 5-6 semaines avant le 17 octobre où la répression a augmenté encore plus, et avec le couvre-feu, donc institué le 5 octobre, cela met encore plus de pression sur la FLN qui doit riposter, et donc la manifestation, comme le disait tout à l'heure Tahou Djarbal, c'est une riposte pacifique à cette répression, et c'est un appel non seulement à la communauté internationale à travers les médias, mais aussi à l'opinion publique française, notamment l'opinion de gauche. Monsieur Jim House, restez avec nous. Je me tourne vers vous, Monsieur Mehdi Alaoui. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes, comme je l'ai dit, auteur, cinéaste. Vous avez consacré plusieurs travaux donc, à ce moment important de notre histoire. Parmi ces travaux, le fameux documentaire le silence du fleuve. Mais avant, vous avez eu à travailler sur un tout autre massacre, à savoir le massacre du 8 mai 1945. Est-ce que pour vous c'est une manière de montrer que la colonisation, le système colonial, il fonctionne toujours de la même manière, c'est-à-dire la violence est intrinsèque à ce système? Oui, alors je suis pas seulement cinéaste, hein, je suis aussi un des enfants des manifestants du 17 octobre 61. Oui, oui. Voilà, avec l'association Au nom de la mémoire que je préside, Oui. nous sommes un certain nombre de descendants de ces hommes et de ces femmes qui ont manifesté à Paris le 17 octobre 61. Alors oui, il y a des constantes de dire que la colonisation, le système colonial, ça a été toujours et encore un système de violence. Ça, c'est une constante. De dire aussi que dans un système colonial, la justice, c'est un artifice. Dans le système colonial, la justice, ça n'existe pas. Voilà. Les dominés sont toujours poursuivis, sont toujours accusés en faveur des dominants. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous préparons le 60e anniversaire du 17 octobre 61 à Paris et dans toute la France. Dans toute la France, il va y avoir plus de 50 villes qui vont se mobiliser à travers une multitude d'initiatives pour parler de ce 17 octobre 61. Et je voulais dire que pourquoi on commémore? Voilà. On ne commémore pas seulement pour se souvenir de nos parents et des morts de ces répressions. On commémore parce que l'histoire fait que l'affaire n'est toujours pas réglée. 60 ans plus tard, on pourrait parler de ça par rapport à Sétif, au massacre de Sétif, Guelma, Kirata. Mais là, pour ce qui concerne le 17 octobre 61, 60 ans plus tard, il n'y a eu ni justice ni vérité. Voilà. Il n'y a eu ni justice parce que des centaines de morts, des dizaines et des dizaines de plaintes qui s'en sont suivies par rapport à ces disparitions, aucune personne n'a été poursuivie. Il n'y a pas de vérité parce que depuis des années, un certain nombre de responsables politiques français parlent de la répression sanglante du 17 octobre 61, mais jamais sont nommés les coupables. Il y a eu des centaines d'assassinats, mais on ne sait pas qui sont les assassins. Donc il va falloir un jour, 60 ans plus tard, que les plus hautes autorités de l'État en France puissent dire publiquement qui sont les assassins de nos familles, de nos parents, il y a 60 ans. Et on les connaît. C'est la police parisienne, c'est la police française qui n'avançait pas masquée, ce n'étaient pas des escadrons de la mort dissimulés. Ça s'est passé au cœur de Paris, au cœur d'une capitale, dans une société démocratique. Et donc, l'affaire n'est pas close. Et pour ce 60e anniversaire, on réclame toujours la justice et la vérité. Monsieur Mehdi Lalaoui, j'aimerais, avec vous, avec votre permission, rendre un hommage aujourd'hui à l'une des figures, à quelqu'un qui a vécu ces événements et qui a prêté main forte aux Algériens, à savoir Monique Herveau. Vous avez d'ailleurs conçu, édité un livre, donc les mémoires de ce témoin. Donc j'aimerais vous faire écouter un extrait d'un long témoignage qu'elle m'a livré il y a quelques années. La journée du 17 octobre 61, moi j'étais donc sur le bidonville, un des bidonvilles de Nanterre, et toute la population, en fin de journée, a quitté le bidonville avec femmes, enfants, bébés. Et ils m'ont demandé de les accompagner parce qu'ils allaient manifester.
ils avaient, je dirais, déjà vécu ce qui s'est produit le 17 octobre. Ils avaient dit que j'ai vécu depuis des mois sur le bidonville. Les Algériens qui étaient jetés dans la Seine, il y en a eu un certain nombre avant le 17 octobre. Et ils avaient, je me rappelle, les femmes, les hommes avaient des attitudes assez graves en ayant peur, en voulant à la fois manifester et en ayant peur, parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà eu la terreur qui s'était installée sur le bidonville. De toute façon, eh bien, ils étaient, moi ce que j'en garde, c'est vraiment une appréhension, mais une volonté de manifester. Au sorti du bidonville, il y avait un certain nombre de responsables du FLN qui filtraient pour que ce soit justement une manifestation pacifique, qu'il n'y ait pas ni de petits couteaux, ni... Moi, j'ai vu devant moi un canif juste pour se curer les ongles qui a été enlevé à un Algérien. On voulait vraiment quelque chose de pacifique. Ils étaient à la fois dans une certaine appréhension et à la fois ils n'avaient pas imaginé toute l'ampleur de cette répression qui allait s'abattre sur eux. Monsieur Daoud Djelbel, on vient d'écouter donc Monique Hervaux. Elle disait que les Algériens avaient à la fois de l'appréhension, mais de la volonté, c'est-à-dire ils étaient déterminés quand même. Oui. Alors, ce que Monique Hervaux a rappelé est important parce que cette violence paroxystique, comme dit Jim House, du 17 octobre, a été précédée par une période extrêmement violente par, disons, la politique de répression française, non pas seulement contre les cellules clandestines du FLN, dans les bidonvilles, dans les quartiers populaires, le 11e, le 12e, le 13e et d'autres quartiers. Elle a été précédée par l'arrivée des forces auxiliaires de police, c'est-à-dire les Harkis à Paris. Donc des escadrons entiers ont été dispersés dans la ville de Paris et dans les banlieues. Ils ont occupé des hôtels et des restaurants pour pouvoir, à partir de là, ramener des suspects, les torturer, parfois les assassiner. Et donc, il y a une véritable politique de la terreur qui est couverte par l'état d'urgence, qui est ouverte par les lois françaises qui ont été promulguées d'abord en mars 1955 en Algérie, puis reconduites par le général de Gaulle le 15 avril 1960 et le 22 avril 1961. Donc cet état d'urgence qui s'applique maintenant en territoire français, en ce qu'on appelait la métropole à l'époque, avait permis aux Harkis de faire le sale travail que ne pouvait pas faire la police française. Djelbel, j'aimerais bien comprendre la constitution de cette force auxiliaire de police. Était autorisée par les plus hautes autorités françaises. Absolument. D'ailleurs, même le conseiller proche de Gaulle, qui était Foucart à l'époque, plus le SDES, évidemment, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, cette décision de faire venir des forces de police auxiliaires, des Harkis, qui avaient déjà exercé dans les maquis algériens, en Algérie, de les faire venir à Paris et dans la région parisienne, a été prise par la plus haute autorité politique du pays. C'est-à-dire qu'en fait, elle marque l'extension en territoire français d'une politique déjà mise en œuvre en Algérie à partir de 1957 avec le plan Chal et dont les résultats paraissent avoir été concluants en Algérie. Elle exprime la volonté de désorganiser la Fédération de France du FLN, de tarir les sources de financement de la révolution algérienne, en interposant entre la communauté immigrée
et les différents groupes de fidèles du FLN des unités armées de supplétifs afin de frapper de manière sélective la tête de l'organisation. Donc c'est une politique, c'est une volonté délibérée, couverte par la loi, couverte par, disons, les états de siège et les déclarations, les ordonnances de prolongation de l'état de siège en France, et qui ont ainsi amené des décisions de contrôle au faciès, de contrôle de la population immigrée, et non pas seulement des militants. Et ce contrôle avec des arrestations massives, avec des rafles dans tous les lieux publics pour pouvoir torturer, questionner, interroger des populations civiles qui, probablement pour la plupart, n'avaient rien à voir avec l'organisation clandestine du FLN. Alors à ce moment-là, pour finir, pour pouvoir bien comprendre le propos de Monique Hervoux, c'est que j'ai par exemple une archive du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police de Paris. Le 14 mai 1960, le ministre de l'Intérieur français chiffre à 119 000 les contrôles effectués en un an, soit 37 contrôles par jour, que j'ai calculé. Ont été arrêtés 848 collecteurs de fonds, 541 membres de groupes de choc, 400 responsables de l'OPA, de l'organisation politico-administrative, 9 chefs de zone, un chef de superzone et 2 chefs de wilaya. Donc au fond, un ratissage systématique dans la longue durée de la population immigrée pour pouvoir débusquer les éléments du FLN, disons, comme un poisson dans l'eau. Et donc la stratégie dont je parlais tout à l'heure, c'était en fait de tarir l'eau sur laquelle vivait le FLN. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la Fédération de France du FLN, mais cette symbiose qui existait entre les Algériens d'une manière générale et les responsables et l'organisation politico-administrative de la Fédération. Alors, le contrôle de la population immigrée avec le couvre-feu à partir de 20 h du soir, c'est-à-dire qu'il était interdit aux Algériens de sortir de leur maison, de sortir de leur quartier à partir de 8 h du soir. Deuxièmement, quand on voyait un groupe, il était interdit de se réunir en plus de 2 personnes. Ouais. À partir du moment où il y avait 3 personnes, on les arrêtait, on allait les interroger au commissariat tenu par les Harkis et par des officiers de la SAS française qu'on a ramenés d'Algérie en France. Donc au fond, le quotidien algérien émigré était marqué par la violence ordinaire, quotidienne, de la police et des forces de répression. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas gagner une guerre contre le FLN en France sans liquider la tête, la direction. Et à ce moment-là, la main rouge finissait le travail. La main rouge qui se cachait derrière les services de renseignement. Ce que vous avez cité comme service du SDES ou de la DST. Le service action voilà, du SDES. Ou le service action voilà. Du SDES. Voilà. Monsieur Kamel Filali, Mehdi Lalaoui a dit quelque chose de très très important. La justice est un artifice dans un système colonial. Les possibilités de pouvoir accéder donc à un tribunal, de déposer une plainte, de pouvoir suivre cette plainte normalement était relativement difficile à l'époque. Je dis bien relativement pour justement pointer du doigt le fait qu'un Maghrébin, qu'un musulman algérien ne pouvait pas se déplacer librement, surtout au moment où il y avait l'état de siège, où il y avait ces donc décisions de couvre-feu racistes et discriminatoires, parce qu'ils étaient portés directement contre la population d'Algérie pour justement atteindre les objectifs déjà cités par les intervenants, à savoir démanteler le système mis en place par le FLN et la Fédération de France, couper donc les révolutionnaires, couper les révolutionnaires de leur des subventions qui pouvaient leur
parvenir, les cotisations qui pouvaient leur parvenir. La difficulté résidait aussi dans le fait que même s'ils pouvaient accéder au tribunal, ils ne pouvaient pas obtenir gain de cause. Gain de cause, pourquoi? Parce que l'affaire était politisée. Il fallait donc que la justice serve les objectifs de la France et qu'elle parvienne à réduire, elle aussi, la volonté dont on parlait auparavant, qui existait pour demander l'indépendance de l'Algérie. Donc, ce qui fait que la justice s'était mise du côté de, et on va le voir plus tard, parce que plus tard, je parlerai certainement, si vous me posez la question, des différents, donc plutôt de la difficulté qu'on a eue en tant qu'Algériens en 1997-98 pour porter des plaintes devant la justice française et ensuite devant la justice européenne. Mais à l'époque, il était très très difficile d'accéder donc au système, à la procédure, d'avoir donc, il fallait obtenir de l'aide pratiquement des avocats. Monsieur Filali, avant d'aborder à ce, Monsieur Filali, avant d'arriver donc à ce volet que nous allons évidemment aborder, j'aimerais revenir sur vous, sur cette histoire du contrôle au faciès dans un pays qui se considère comme étant le berceau des droits de l'homme, n'est-ce pas? En plein pays des droits de l'homme, et les contrôles au faciès, c'est de la discrimination. C'est de l'intolérance, on ne peut pas accepter, même un Français, parce que les Algériens étaient Français, à ce que je sache, Français musulmans à l'époque. Et puis, à partir de cette discrimination, donc viser, cibler une communauté, en faire pratiquement une cible privilégiée pour justement les objectifs que la France devait atteindre à l'époque, à savoir réduire les ardeurs, réduire la volonté d'indépendance des Algériens, que ce soit en Algérie ou que ce soit en métropole. Et en métropole, c'était donc cette manifestation qui était pacifique, et je l'avais dit auparavant. D'ailleurs, même les manifestants, quand ils s'étaient présentés, ils étaient en dimanché, en cravate, les femmes vêtues de manière très soignée, etc. C'était la fête. Ils ne descendaient pas pour justement créer des problèmes ou être à l'origine d'une éventuelle déstabilisation de la ville. Seulement, les policiers, aidés par les auxiliaires et les paramilitaires, dans lesquels on retrouvait les harkis, etc., avaient vu la chose autrement et avaient pratiquement le feu vert de l'administration française, dirigée par Maurice Papon à l'époque, pour justement, d'ailleurs, dans les funérailles d'un policier, d'un brigadier français, Papon l'avait dit clairement, nous abattrons 10 personnes pour chaque Français qui tomberait. Et donc là, la lecture à faire, c'est qu'il y a donc une autorisation, une licence pour tuer, et puis aussi le travail soigneusement fait dans le mental des policiers français, parce que certains d'entre eux commençaient à douter, commençaient à poser des questions, etc. Mais il fallait matraquer les matraquer culturellement, les matraquer politiquement, de telle manière à présenter l'Algérien, donc celui qui vient d'ailleurs, comme étant dangereux, comme étant un terroriste, et qu'il voulait prendre la vie non pas des policiers, mais aussi des populations françaises, etc. D'ailleurs, la réaction française par la suite, ça a été à Charonne. À Charonne, je crois que c'était, on me corrige si je suis faux, si je suis dans le faux, parce que moi,
je ne suis pas historien, mais à Charonne, c'était quoi? C'était justement une réaction des Français qui avaient compris que les Algériens avaient besoin, grosso modo, on pourrait étoffer sur la chose. Mais nous y reviendrons, Monsieur Filali, restez avec nous. Ils avaient besoin de leur indépendance, et on s'est acharné encore sur des Algériens. Donc cette discrimination, elle est, et d'autant plus qu'en 1961, nous sommes au-delà de 1948, et la Déclaration universelle des droits de l'homme, chère aux Français, chère à René Cassin, etc., elle a été donc signée à Paris. Et comme par hasard, Paris est devenue la capitale de la violence la plus scandaleuse, la plus outrancière, qui a fait et le monde justement, parce que les manifestants, quand ils étaient descendus dans cette propreté et pour clamer leur souhait de l'indépendance algérienne, et le plus rapidement possible, ils faisaient ça aussi dans un contexte. Dans un contexte, il y avait, on négociait, il y avait l'ONU, il y avait les journalistes étrangers qui s'intéressaient à la question algérienne, et donc voir la violence, une telle violence à Paris, c'était donc pour les médias étrangers et les médias donc aussi français, une nouveauté. Monsieur Filali, je vous remercie et restez avec nous pour justement aborder la question de la présence et la couverture des médias d'une manière générale. Mais avant donc de donner la parole à Monsieur Jim House, je pense que Monsieur Dahoud Jedbel, il a une petite précision. Oui. Je voudrais préciser que historiquement, les Algériens n'étaient pas français. Aux élections de 1946 et 1947 en Algérie, les cartes d'électeurs étaient marquées français musulmans non citoyens. Donc les Algériens n'étaient pas des Français citoyens à part entière. C'était des Algériens, Français algériens non citoyens. Français musulmans non citoyens. Même le qualificatif algérien ne leur était pas accordé. Français musulmans non citoyens. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, pour pouvoir préciser et illustrer ce que disait mon collègue et ami M. Filali, c'est que l'avocat Nicole Rhin, membre du collectif des avocats du FLN, dont nous avons publié les notes dans le numéro de la revue Naqd consacré au 17 octobre, donne un aperçu systématique de tous les Algériens qui ont été arrêtés, torturés, qui ont disparu, que leurs familles ont demandé des informations sur leur état, sur leur lieu de détention, et qui n'ont pas eu. Et donc nous avons eu, par le collectif des avocats du FLN, toute une série d'archives qui montrent nom par nom, lieu par lieu, dans les lieux de répression, dans les lieux de torture, dans les commissariats, il y avait même des lieux aménagés pour ce faire. Absolument, ceux où le fameux café La Goutte d'Or. Absolument. Et donc, tout cela existe, mais quand ça passait au tribunal, les tribunaux n'en tenaient pas compte, les affaires n'étaient pas suivies, on ne passait pas en justice les véritables coupables de ces crimes contre les Algériens, qui la plupart du temps ne sont pas membres du FLN, ne sont pas des militants, ne sont pas des fidèles, ne sont pas membres de l'organisation politico-administrative, mais qui ont été arrêtés au faciès, qui ont été raflés et qui ont été torturés et interrogés systématiquement pour pouvoir avoir des renseignements. Et ça aussi, c'est le fait historique, c'est la réalité que la justice française n'a pas été jusqu'au bout de son devoir de justice. Monsieur Jim House, vous avez justement, dans votre travail de recherche, essayé de comprendre ce système de filature exceptionnel mis en place
pour pourchasser, pour filer les Algériens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je sais que vous avez travaillé sur les archives de la police de la préfecture de Paris. Et vous avez suivi pas à pas ce système de filature particulier. Justement de remonter jusqu'au sommet de l'organisation du FLN à Paris, comme dans d'autres villes de France et comme en Algérie. Et la police donc, le fait à travers des informateurs, à travers donc, des interrogatoires, parfois donc, la torture, à travers une pression de tous les jours, comme le décrivait tout à l'heure Dahoud Djerbal, sur la population qui est considérée, la population algérienne, qui est considérée en fait comme un tout, comme un ennemi, en quelque sorte, ce qui explique la répression collective qui s'abat sur les Algériens. Alors, bien évidemment que se sachant sous surveillance policière, donc les cadres du FLN à Paris savaient qu'il fallait mieux en fait se cacher dans des quartiers plus bourgeois, notamment du 5e arrondissement, du 6e arrondissement, du 7e arrondissement, et non pas dans les quartiers algériens, entre guillemets, comme le 13e, le 18e arrondissement, où habitaient en fait, donc, et comme en banlieue, les Algériens travailleurs manuels plus pauvres. Les cadres savaient aussi qu'il fallait s'habiller en escravate pour essayer de justement déjouer un petit peu les attentes des policiers. Voilà, donc à chaque fois que la police française essayait de monter et de remonter vers le sommet, donc les cadres se déplaçaient et en général la Fédération de France savait se reconstituer très rapidement après chaque arrestation, ce qui a été le cas d'ailleurs en octobre 61. Il y a eu des milliers d'arrestations, comme vous l'avez précisé au départ, hein, mais très vite en fait l'appareil s'est remis en place. Vous évoquez les arrestations, mais on doit rappeler qu'il y avait beaucoup d'arrestations, beaucoup de disparitions bien avant le 17 octobre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et ça, on va le découvrir en fait. En dehors de la communauté algérienne, ces faits vont être découverts à travers des enquêtes de la part de journalistes dans les jours, dans les semaines après le 17 octobre. Pour les Algériens et pour cette petite minorité de métropolitains et de métropolitaines comme Monique Hervaux, dont vous avez cité le témoignage tout à l'heure, on le savait déjà. Le personnel médical de Paris le savait déjà. Certains enseignants, certaines travailleuses sociales le savaient déjà, mais ces gens-là constituaient une toute petite minorité. Mais par la suite, effectivement, donc on va découvrir à travers les témoignages après le 17 octobre le fait que ces violences, ces disparitions, ces assassinats remontent beaucoup plus loin. Ce qui explique d'ailleurs, comme le disait Dahoud Djerbal, la volonté de riposte de la part de la base chez les Algériens, mais cette fois-ci donc une riposte pacifique et non pas la riposte armée. Je vous remercie, restez avec nous. Monsieur Mehdi Lalaoui, nous avons écouté tout à l'heure donc, le témoignage de Monique Hervaux. Est-ce que votre père, lorsqu'il a participé donc, à ces manifestations du 17 octobre, avait le même sentiment? Nos parents étaient foncièrement attachés à leur terre natale, étaient foncièrement attachés à cet élan de liberté. Ils subissaient depuis 7 ans. Ils n'étaient pas dans les maquis en Algérie, ils n'étaient pas dans la fournaise, mais la vie qu'on a fait aux 400 000 Algériens, aux familles algériennes, aux 400 000 Algériens qui vivaient en France, était une vie de misère, une vie d'esclave, une vie où c'était le racisme quotidien, où c'était l'oppression quotidienne. Et les gens comme mes parents ou d'autres que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, qui
pour beaucoup sont plus là, avait à travers cette manifestation un élan de liberté, un élan de dire on existe, on est des êtres humains et on veut notre indépendance. Même si nos parents étaient ici en France, ils subissaient la rigueur de cette guerre et en écho, il y avait tout ce qui venait d'Algérie, il y avait leurs villages détruits, il y avait les camps de regroupement, il y avait les gens disparus, les gens torturés. Ça circule dans les familles, hein. Il n'y avait pas Internet à l'époque, mais tout ça circulait. Et cette manifestation du 17 octobre, ça a été pour eux l'occasion de dire nous sommes des hommes et des femmes debout, nous voulons notre indépendance, nous voulons notre liberté, nous ne sommes pas vos esclaves. Vous avez essayé donc de reconstituer un petit peu l'atmosphère du mois d'octobre 61 à Paris à travers vos travaux pour montrer éventuellement que le crime était prémédité parce que les policiers étaient prêts pour réprimer dans le sang la manifestation du 17 octobre. Oui, mais les policiers et l'État français à l'époque, on cite toujours Maurice Papon, Oui. mais il y a Roger Frey, le ministre de l'Intérieur, il y a Michel Debré, Le Premier ministre. Hein. Et il y a le général de Gaulle qui est derrière tout ça aussi. On ne peut pas massacrer de septembre à novembre 61 des centaines d'Algériens sans que personne soit poursuivi, sans qu'il y ait justice. Sans que les plus hautes autorités de l'État ne soient au courant. Ces centaines d'assassinats à Paris et en région parisienne passe pas inaperçu. Ça se passe pas dans le noir comme ça. Voilà. Les autorités de l'État français sont au courant. Alors préméditation ou pas préméditation, nous ce qu'on sait c'est que il y a eu des dizaines et des dizaines de disparus, les noyés par balle, comme on dit, à partir de septembre, hein, et que 17 octobre et les jours suivants a été le paroxysme. Il y a eu une organisation derrière. C'est pas des bavures, comme on dit aujourd'hui, c'est pas des accidents isolés. On ne peut pas massacrer des gens en une nuit, rafler 11 000 personnes internées, 11 000 personnes noyées sur les ponts de Courbevoie, de Neuilly, du pont de Bezons, de Maisons-Lafitte, de Clichy, comme ça, s'il n'y a pas un sentiment d'impunité. Je ne sais pas s'il y a une organisation derrière, mais il y a un sentiment d'impunité, il y a une organisation de l'impunité par rapport à ces événements-là. Et l'État français est responsable de ça. Et dans le travail qu'on a fait, c'est pas seulement le travail du décompte macabre des gens qui ont été assassinés. C'est aussi la réaction de dignité de la communauté algérienne en France. Vous citiez tout à l'heure Monique Hervaux, elle s'attache beaucoup à parler des femmes qui, dès le 20 octobre, sont descendues avec leurs enfants pour réclamer où sont passés leurs frères, où sont passés leurs maris qui avaient été raflés quelques jours plus tôt. Et ça, c'est aussi important de souligner que il y a eu la manifestation du 17 octobre, mais il y a eu d'autres manifestations dans les jours qui sont suivis, qui ont été moins réprimées, mais qui sont tout aussi importantes pour parler de cet événement. Je parlais de l'organisation de l'impunité, mais après il y a l'organisation de l'occultation. Vous citiez tout à l'heure Nicole Rhin dans mon film Le silence du fleuve. Nicole Rhin, elle dit dans le dépôt sous les cabinets des magistrats, on torturait au cœur de Paris. On a torturé au cœur de Paris, sous le dépôt du palais de justice, à la préfecture. On a assassiné des Algériens dans des centres qui étaient des centres de pouvoir et soi-disant de justice. C'est ça qui est intolérable encore 60 ans plus tard. Et encore l'occultation de ce qui s'est passé. Après le 17 octobre, les archives ont disparu. À l'agence France Presse, il n'y avait pas de photos de ce soir-là. Il y avait des photos du lundi 16 octobre, il y avait des photos du mercredi
18 octobre, mais les photos du soir du 17 octobre, elles avaient disparu. Et pourtant, il y a des gens comme Élie Kagan et d'autres photographes qui ont documenté là-dessus. Donc, il y a eu une occultation par rapport à l'impunité des forces de police et une occultation par rapport à la connaissance de ce qui s'était passé. Et 60 ans plus tard, c'est ce qu'on réclame. On dit c'est insupportable. 60 ans plus tard, en France, aucune autorité est capable de dire la vérité. On ne veut pas d'excuses. On veut que la vérité soit dite et que la justice soit faite. C'est moins c'est le minimum quoi, dans une société démocratique et au XXIe siècle. Merci beaucoup, Monsieur Mahdi Lalaoui. Restez avec nous. Monsieur Dahoud Djelbel, vous avez écrit, pour abonder dans le même sens que Mahdi Lalaoui, vous avez écrit dans le dernier numéro de Naqd, beaucoup d'écrits, de témoignages ont été publiés pour rendre compte de cet événement, c'est-à-dire vous parlez du 17 octobre 1961, mais très peu pour en comprendre les ressorts, ont tenté de l'inscrire dans une perspective historique. Oui, parce que dans l'historiographie contemporaine, en particulier en France, l'accent est mis sur la guerre d'Algérie, qu'on a refusé d'appeler guerre d'Algérie pendant longtemps, puis qu'on a, dans l'historiographie française, de manière de plus en plus fréquente, appelé la guerre d'indépendance. Or, ce qui se passait en Algérie, pour nous, Algériens, c'était pas une guerre, c'était une révolution, c'était un soulèvement pour la libération de l'Algérie de la domination coloniale. Donc la manifestation du 17 octobre 1961 rappelait à la France que ce morceau d'Algérie qui se trouvait en territoire français, en métropole, réclamait non pas la citoyenneté française, mais réclamait la citoyenneté algérienne dans un État souverain. Et c'est ça qui était insupportable pour la France de l'époque. Il n'était pas possible d'imaginer qu'en fait, l'Algérie veuille se séparer de la France. Le droit à la séparation. Or, ce droit à la séparation s'est exprimé au grand jour, au cœur même de la France coloniale impériale. Donc, et c'est ça qui est pour moi et pour beaucoup d'autres historiens l'événement capital. C'est qu'au fond, comme pour le 11 décembre 1960, le 17 octobre 1961 est un tournant de ce que les Français ont appelé la guerre d'Algérie et ce que nous appelons en Algérie Thawra, la révolution algérienne. Et la révolution algérienne, c'est pas une lutte pour gagner une guerre contre l'armée française, c'est une lutte pour assurer l'indépendance du peuple algérien et la souveraineté de l'État algérien, enfin libéré de la domination étrangère. Monsieur Kamel Filali, vous faites partie justement du collectif des avocats qui ont plaidé en faveur donc de la reconnaissance de l'État français de sa responsabilité dans ce massacre, notamment auprès des instances de l'Union européenne avec Nicole Dreyfus, mais aussi Jacques Vergès. Est-ce que cette démarche est abandonnée aujourd'hui? Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'en 1997, il y avait des réunions au niveau d'Alger, au niveau de Paris, et on projetait aussi de faire des réunions même à Genève. Et donc, la fondation du 8 mai 45, avec Feu Bachir Ben Boumaza à l'époque, rahimahullah. Il y avait aussi des actions dynamiques de la part de l'Observatoire des droits de l'homme, qui donc assistait aussi à la Fondation dans ce travail. Et il y avait des avocats algériens, dont Maître Bentoumi Ammar, Allah yarhamou, et il y avait aussi de l'autre côté Nicole Dreyfus et Marcel Manville, un avocat, je crois, martiniquais, qui, d'ailleurs, en allant plaider la cause au niveau de la cour, il avait eu un arrêt cardiaque et il est tombé, donc il est décédé alors qu'il s'apprêtait à présenter le dossier algérien lors de l'appel, si mes souvenirs sont bons. Ce collectif d'avocats
donc, une fois la réflexion, le travail de réflexion fini, avait décidé donc de déposer plainte contre Maurice Papon et toute personne que l'enquête reconnaîtra comme étant auteur de ces massacres ou de ces atrocités, etc. Donc, nous avions déjà à l'esprit à l'époque que si, par exemple, Papon décède et qu'il y ait d'autres survivants, nous puissions aller contre les survivants. Les plaintes, donc, étaient déposées au nom de victimes et d'ayants droit. Donc, d'ayants droit, la plainte a été déposée au départ au tribunal de grande instance au tribunal d'instance de Paris. Le juge d'instruction, si les souvenirs sont bons, le juge Vallat a donc refusé. Il y avait un refus d'informer, ce qu'on appelle en droit un refus d'informer. Par conséquent, il avait refusé d'ouvrir une information et poursuivre ou enquêter, du moins enquêter. Au moins enquêter. Et donc, devant ce refus d'informer, pourquoi? Parce qu'il a estimé que les faits ne constituaient pas un crime contre l'humanité, et que même si, par exemple, ils étaient considérés comme tels, ils étaient amnistiés par les lois de 62 et 64, qui interdisaient donc toute poursuite contre des personnes responsables d'atrocités avant la période du 19 mars 1962, 19 mars, là, c'est les accords d'Évian. Ce refus d'informer a été, donc, il y a eu appel, donc on passe à un deuxième degré de juridiction, il y a eu appel, et l'appel devant la chambre d'accusation du tribunal de grande instance, qui a confirmé au même motif le refus d'informer émanant du juge d'instruction près le tribunal d'instance de Paris. Il y a eu donc, comme dernière étape, et dans notre logique, parce que la réflexion des avocats et du collectif des avocats à l'époque était de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc l'affaire a été portée devant d'abord la Cour de cassation, qui aussi a rejeté le pourvoi. Et par conséquent ne nous a pas donné raison au même motif d'amnistie qui a finalement bloqué toute éventuelle tentative judiciaire de rétablir les victimes et les ayants droit dans leurs droits. Pourquoi la Cour on savait qu'on allait quelque part échouer, et pourquoi? Parce qu'il y a cette volonté de la justice française de ne pas s'ouvrir justement à de telles demandes, et aussi la procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme demandait à ce qu'il y ait une exhaustion de toutes les possibilités de recours internes, c'est-à-dire en France. Il fallait passer par le tribunal, donc le deuxième degré de juridiction, l'appel, et ensuite la cassation pour pouvoir, sinon le rejet était aussi automatique pour vice de forme, de procédure. Et finalement, la Cour, la Cour européenne des droits de l'homme avait rejeté l'affaire en la forme au niveau de ce qu'on appelle le référendaire, c'est-à-dire au niveau de la personne, du greffier qui sélectionne les affaires. Merci, Monsieur Kamal Filali. Restez avec nous. Supérieur. Monsieur Mahdi Lalaoui, pour rester donc dans ce chapitre de la reconnaissance de ce crime, je sais que vous avez notamment à partir de 1997 milité avec d'autres Algériens pour que Maurice Papon soit également condamné pour ce qu'il a fait à Paris à l'encontre des Algériens
en 1961. D'ailleurs, vous avez fait le parallèle entre les rafles des années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale qu'il avait lui-même organisées et les fameuses rafles qui ont ciblé les Algériens durant la fin des années 50 et le début des années 60, n'est-ce pas? Oui. Oui, pour revenir sur ce que disait M. Filacci, mais on semble s'étonner que la justice de l'État colonisateur refuse le dépôt de plainte de nos amis Nicole Dreyfus et Marcel Manville. Voilà, bon, c'est un petit peu normal que la justice de l'État colonisateur fasse tout ce qui est en son pouvoir pour bloquer cette demande-là. Mais il me semblait, comme beaucoup de monde, que un crime contre l'humanité était imprescriptible. Voilà. Donc, voilà, ce qui s'est passé, la caractérisation de ce qui s'est passé en octobre 61 correspond à un crime contre l'humanité. Donc, si c'est imprescriptible, il doit bien y avoir possibilité de mener à bien, de faire fructifier la justice. Sans ça, c'est toujours la loi du plus fort. Nous, on a demandé, bien sûr, la condamnation pas seulement de Maurice Papon, et nous n'étions pas seulement des militants associatifs algériens. On était de nombreux aussi Français, franco-algériens. C'était pas notre nationalité qui guidait notre action, c'était nos valeurs, nos valeurs de justice. Hein, voilà. Mais c'est pas seulement Papon qui est visé dans ce qu'on a essayé de faire. C'est l'État français. Papon, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas assassiner des centaines de personnes tout seul. Il y a des échelons au-dessus de lui, et sans l'aval de ces échelons au-dessus de lui, il ne peut rien faire. Il n'a pu faire ce qu'il a fait qu'avec l'accord de ses supérieurs. Moi, je me rappelle dans la fin du film Le silence du fleuve, oui. Paix à son âme, Maître Mourad Ouzdik, qui dit la Fédération de France du FLN avait décompté 347 morts et disparus du 17 octobre et des jours suivants. Et il parlait de crimes contre l'humanité. Et il disait, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas faire fructifier cette demande de justice? Voilà. Et c'est la question qui se pose encore aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on ne soit pas proactif pour, encore une fois, déposer auprès des tribunaux cette plainte de crime contre l'humanité par rapport à ce qui s'est passé le 17 octobre et les jours suivants à Paris. Mais vous avez mesuré la difficulté de la chose à l'époque parce que ceux qui vous ont aidé, notamment les fonctionnaires qui ont mis à votre disposition les archives, ont été licenciés tout simplement. Donc, est-ce que vous avez, dès le départ, mesuré cette difficulté? Donc... Mais bien sûr. Mais si on est dans un état de droit, le droit doit pouvoir exister. Ou sans ça, on parle de démocratie, on parle d'état de droit, mais c'est du pipeau, comme on dit. Hein. S'il y a un état de droit qui existe, on peut pouvoir poursuivre des gens sur des crimes. C'est pas un vol de voiture ou d'argent, c'est pas un détournement de... Voilà, ce sont des assassinats de civils au cœur d'une capitale, d'un État démocratique. Et c'est pas un ou deux, ce sont des dizaines de personnes qui ont été assassinées. Donc, 60 ans plus tard, qu'on vienne nous dire qu'il faut tourner la page, il n'y a pas eu de justice, mais tant pis. Ah ben non, on renoncera jamais à la justice, et c'est ce qu'on va réclamer encore le 17 octobre à travers une grande manifestation qu'on va faire le dimanche 17 octobre dans les rues de Paris, une manifestation dont l'appel a été signé par plus de 100 organisations aujourd'hui. Hein. Les plus grands syndicats, partis politiques, grandes associations, il y a plus de 100 organisations qui appellent à la justice, parce qu'on y a le droit, et parce que c'est ça une démocratie.
Restez avec nous, Monsieur Mahdi et Lalaoui. Monsieur Jim House, vous avez, je l'ai dit, qualifié le massacre du 17 octobre 1961 de terreur d'État. Pourquoi terreur d'État? Parce que terreur d'État, donc ça correspond à une politique menée par l'État français qui vise à contrôler donc une population et un territoire contre un danger, voilà, un danger, donc le souci d'indépendance des Algériens, et donc de contrôler cette population à travers l'emploi de la violence et de la peur de cette violence, à travers également une répression collective. Donc terreur d'État, donc c'est la terreur qui vient non pas d'en bas, entre guillemets, mais de la part des agents de l'appareil de l'État contre une population dans un territoire donné. Et donc terreur d'État contre les Algériens de la région parisienne en l'année 1961. Vous avez travaillé également sur un certain nombre d'archives, notamment les dépositions des femmes qui ont manifesté entre le 17 et le 20 octobre 1961 pour notamment réclamer la libération de leurs proches et maris, notamment. Et vous avez donc analysé un certain nombre de ces dépositions donc au niveau de la police. C'est le cas par exemple de l'exemple que vous avez évoqué dans la revue Nakt, la déposition de Djidjiga. Oui, donc aux archives de la préfecture de police, on retrouve donc en même temps que des documents de la police, des documents qui ont été saisis par la police, mais des documents du FLN. Et donc après le 17 octobre et le 20 octobre, donc le 20 octobre, c'est la grande manifestation des femmes algériennes qui a été évoquée tout à l'heure. Donc les participantes et les participants ont dû donc faire un rapport auprès de leur hiérarchie, la Fédération France du FLN, pour raconter ce qui s'était passé, raconter un petit peu la réaction des Français métropolitains qui assistaient à la manifestation. Et donc on retrouve des dizaines de rapports de femmes saisies par la police, donc des femmes qui ont participé au 20 octobre et qui ont convergé à Paris-Centre-Ville, souvent toutes seules, ne connaissant pas bien Paris, qui ont pu manifester, notamment autour de l'hôtel de ville, autour de la préfecture de police, avant d'être arrêtées et par la suite détenues, non pas dans des commissariats, mais dans des centres sociaux et des hôpitaux psychiatriques, parce qu'en fait, on niait aux femmes la nature politique de leur mobilisation. Et voilà, donc ces rapports fournissent une perspective tout à fait nouvelle sur la participation de ces femmes. Et donc le rapport en question est assez long, ça fait 8 pages ou 9 pages manuscrites, et il nous donne donc le point de vue d'une manifestante qui est sous la surveillance de la police, qui essaie d'y échapper avec sa mère et ses 2 petites nièces, qui est arrêtée, qui est donc internée dans un hôpital psychiatrique, qui s'évade, qui est reprise tout de suite par des policiers et mise dans un autre hôpital et qui est relâchée en fin de journée, au moment du couvre-feu. Et voilà, donc ces manifestations de femmes sont importantes, notamment parce que, d'après ce que j'ai pu voir, à Paris, il s'agit du nombre le plus important de femmes manifestantes jamais arrêtées en France métropolitaine au XXe siècle. En une seule journée, presque 1 millier de femmes ont été arrêtées et presque 600 enfants.
Et ça, ce n'est qu'à Paris. Il y a eu des manifestations le même jour dans beaucoup d'autres villes de France métropolitaine, notamment dans le nord et l'est. Tout comme le 9 novembre, il y a eu des manifestations à Paris de la part d'Algériennes et une manifestation importante à Lyon également, avec des arrestations aussi. Voilà, donc j'ai souhaité en fait jeter un peu plus la lumière sur la participation des femmes. Et là, bien entendu, il y a des analogies qu'on peut faire avec les manifestations de décembre 60 en Algérie, où on voit beaucoup de femmes également en tête de cortège, des femmes parfois très jeunes qui participent à ces mobilisations et qui montrent la volonté de clamer l'indépendance et d'en finir avec la répression. Merci beaucoup, Monsieur Jim House. Restez avec nous. Monsieur Dahoud Djelbel, ça sera la dernière question pour vous. Est-ce que le système colonial, nous l'avons dit, qui est un système revanchard, est-ce qu'avec cette ultime répression sanglante, ce dernier massacre, dont l'histoire de la guerre de libération nationale ne voulait pas justement se venger de la mobilisation du peuple algérien, notamment dans l'immigration? En fait, je ne pense pas que ce soit le terme de vengeance qui soit le plus pertinent pour décrire la volonté politique française de briser la volonté algérienne de libération et la revendication de l'indépendance. Dans tous mes travaux sur le 19e siècle et le 20e siècle, j'ai été frappé par la pensée de l'armée française, du haut commandement de l'armée française et des autorités de police, des autorités françaises de répression. Dans la répression des insurrections, des soulèvements algériens du 19e siècle. On peut lire dans les archives des commandants de l'armée française qu'en fait la volonté pour eux n'était pas seulement d'étouffer le soulèvement et les insurrections, et je vais reprendre littéralement les termes d'un général français qui disait « L'objectif, c'est que la répression doit être brutale, profonde et durable. C'est-à-dire qu'au fond, l'objectif visé, c'est qu'elle visait la population pour que la population ne lève plus la tête, qu'elle ne se soulève plus, qu'elle ne revendique plus rien. Ce n'était pas tellement de détruire les unités combattantes de l'Algérie, des Algériens qui se soulevaient, c'était d'inscrire dans le mental algérien l'idée qu'il ne faut pas lever la tête et réclamer l'indépendance. Je prends pour preuve un passage de l'article de Sylvie Thénault dans les attendus de l'état de siège français de 1955 et de mars 1955. Elle dit « Les autorités françaises sont face à un véritable défi, celui du soulèvement armé du FLN et de la LN en Algérie. Car la réponse militaire seule ne suffit pas. Il leur faut aussi démanteler tout réseau formé pour commettre des attentats ou apporter au FLN un soutien quelconque. Contrarier la constitution d'une organisation politique, entraver celle d'une véritable armée, décourager l'adhésion des Algériens à cette cause, punir leur participation à de telles activités, c'est un travail de police. Perquisition, arrestation, interrogatoire, recherche de renseignements, contrôle des déplacements et agissements des individus considérés comme suspects. Qu'il faut mener, ce sont des opinions qu'il faut combattre. L'idée de l'indépendance, ce n'est pas des personnes qu'il faut réprimer, c'est l'idée de l'indépendance, des opinions qu'il faut combattre, une propagande qu'il faut empêcher. Ce sont des hommes et des femmes qu'il faut dissuader de passer, qui seraient tentés de le faire, et par la répression exemplaire de ceux qui ont franchi le pas de l'engagement.
interdire, surveiller, punir, et que cette punition soit brutale, profonde et durable. Et c'est le propre du système colonial. Monsieur Kamel Filali, dernière question également pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui la lutte pour la reconnaissance officielle, solennelle, telle que réclamée d'ailleurs par Mehdi Lalaoui, a la chance d'aboutir au niveau des instances internationales? C'est possible s'il y a la bonne approche. Parce que il y a tellement de difficultés, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, que la plainte a été refusée au départ, classée par le procureur de la République. On a dû payer une caution pour pouvoir donc aller vers le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction, pour démarrer, juste pour indiquer que les choses ne sont pas faciles. Maintenant, auprès des instances internationales, aujourd'hui, si on considère qu'il y a eu crime contre l'humanité ou génocide, notamment le crime contre l'humanité et les tortures, parce que la torture aussi est importante, la torture, ce qui nous intéresse, c'est surtout la douleur qui se perpétue de génération en génération, parce qu'on ne connaît pas la vérité, etc. Donc on peut aller vers les instances internationales, nous battre pour l'application du principe de l'imprescriptibilité des faits qu'on considère comme crimes contre l'humanité, torture, etc. Le crime contre l'humanité, il y a une persécution d'une communauté, donc discrimination contre cette communauté, retrait des droits de cette communauté, pratique donc de mesures telles que les noyades, telles que les rafles, les assassinats, etc., etc. Donc toutes ces mesures sont donc indicatrices de l'existence d'un crime contre l'humanité, et par conséquent, il faudrait donc qu'il y ait d'abord la volonté d'arriver à cette justice, sensibiliser et agir au niveau des instances internationales, ne serait-ce que par exemple les différents comités en relation des droits de l'homme, ou aussi non pas la Cour internationale de justice, donc le tribunal pénal international, parce que ce tribunal n'est compétent que pour les faits ayant intervenu après l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire en 2002. Voilà, merci beaucoup, M. Kamel. Cette base, mais rien n'empêche que ça soit fait au niveau des justices nationales. Je vous remercie, M. Kamel Filali, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir de Constantine. Je rappelle également que vous êtes un spécialiste du droit international. Monsieur Mehdi Lalaoui, est-ce que pour vous, avec l'acharnement de la France aujourd'hui, qui s'inscrit dans une perspective de déni, les actions que vous êtes en train de mener en France notamment, est-ce qu'elles peuvent aboutir face à un pouvoir sourd, pratiquement, quand il s'agit notamment des questions coloniales? Oui, mais vous savez, dans l'histoire, des fois, il y a des sourds qui deviennent réentendants. Hein, voilà. Nous, on croit à l'intervention citoyenne. On pense que si des milliers de personnes ici en France, et pas seulement les Algériens ou les Franco-Algériens, les citoyens de France, tous autant qu'ils sont, exigent la vérité auprès du gouvernement français, il va bien falloir entendre cette exigence
l'exigence. Moi, je crois beaucoup à ça, aux mobilisations citoyennes qui va permettre que la vérité soit dite. Ce qu'on réclame, c'est pas la Lune. Hein. On réclame pas la Lune, on réclame pas le déplacement des pyramides. On réclame la justice, on réclame la vérité. Voilà. Je pense qu'on peut y arriver si les plus hautes autorités de l'État se rendent compte qu'il y va aussi de la fraternité. Hein, parce que notre combat, c'est pas seulement de dénoncer les silences, les occultations, les non-dits. Notre combat aussi, il est de dire que pour construire la fraternité entre les deux rives de la Méditerranée, il faut faire histoire. Il faut faire histoire, il faut, par le respect de toutes les histoires, pouvoir avancer là-dessus. Et je crois beaucoup, moi, à ça. Actuellement, c'est pas dans l'air du temps, parce que la première chose qu'il faut faire pour la vérité, c'est faire histoire. Et l'histoire se fait aussi avec les archives. Et aujourd'hui, en France, comme vous le savez, on est dans une période de fermeture des archives sur tout ce qui concerne la période coloniale, les crimes coloniaux, et notamment la guerre d'Algérie. Voilà. Donc, on n'est pas dans une situation d'ouverture, mais on espère être nombreux pour qu'un certain nombre de gens rouvrent leurs oreilles et disent des paroles de vérité. Un mot également sur les archives, parce que je sais que ça fait partie également de vos réclamations incessantes concernant donc l'ouverture des archives. Hein. Oui, ben écoutez, pour faire histoire, il faut des témoins, il faut des vivants. Voilà, les vivants tendent de plus en plus à partir, à nous quitter, parce qu'on n'est pas éternel. Il y a aussi tout ce qui est consigné, des millions et des millions de consignations d'événements qui permettent de faire histoire, qui permettent de raconter des choses, qui permettent de recouper ce qu'on dit depuis des années sur les assassinats à l'automne 61 à Paris. Il faut faire histoire, il faut que l'ouverture des archives soit effective, soit pas restreinte, soit pas réduite. Ça serait un acte symbolique très fort, et que les chercheurs, les étudiants des deux rives puissent y avoir accès. Il ne faut pas que ça soit des archives restrictives du point de vue de leur communication. C'est un combat démocratique, c'est un combat citoyen, comme la reconnaissance officielle de ce qui s'est passé le 17 octobre 61 à Paris. Merci beaucoup, M. Mahdi Lalaoui. Je rappelle que vous êtes cinéaste, auteur, mais aussi militant associatif et fils d'une victime des massacres, des manifestations du 17 octobre 1961. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir de Paris. Monsieur Jim House, une dernière question également. Vous êtes un historien anglais. Comment vous voyez le comportement de la France par rapport au contentieux mémoriel? Ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté de la part du président Macron de travailler différents secteurs de l'électorat en France. Voilà, donc le risque d'instrumentalisation de ce passé est extrêmement grand. Voilà, donc il faut dire qu'en France, pour en rester au 17 octobre, les seuls progrès enregistrés sont venus en raison de la pression de la société civile, des acteurs, des actrices, comme Mahdi Lalaoui. Hein. Donc il a fallu imposer au président, au gouvernement français, des progrès au niveau des déclarations par rapport aux violences coloniales, notamment. Voilà, donc on va voir par rapport aux déclarations du président Macron pour le 17 octobre qui arrive. Il faut savoir que donc, avec chaque décennie,
50e, maintenant 60e anniversaire, ça crée une certaine dynamique qui met beaucoup plus de pression sur les acteurs politiques. Donc on va voir si le 17 octobre va confirmer ce poids qui s'exerce sur l'exécutif français en raison des mobilisations, des travaux d'historiens, de cinéastes, de romanciers, etc., par rapport au 17 octobre. Donc l'histoire et la mémoire vont s'écrire à nouveau dans les semaines qui viennent. Et ce sera le dernier mot de l'émission. Je tiens à vous remercier, Monsieur Jim House. Je rappelle que vous êtes historien. Vous étiez avec nous à partir de Londres. C'est la fin de cette émission. Je tiens à remercier donc Monsieur Mehdi Lalaoui, cinéaste et auteur. Il était avec nous à partir de Paris. Je tiens à remercier également Monsieur Kamal Filali, il était avec nous à partir de Constantine. Monsieur Kamal Filali est spécialiste du droit international. Je tiens à remercier vivement également Monsieur Jim House, historien. Il était avec nous à partir de Londres. Et je remercie vivement Monsieur Dahou Djerbel, historien et responsable de la revue Naqd. Je rappelle que la revue Naqd, dans son dernier numéro spécial, a été réservée justement à l'histoire des massacres du 17 octobre 1961. Le 17 octobre 1961, entre histoire et mémoire, la deuxième défaite politique de la guerre contre-insurrectionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Dahou Djerbel. Je tiens également à remercier toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.